Les serpents d'Australie sont aussi divers et spectaculaires que le continent qu'ils peuplent. Certains sont inoffensifs pour l'homme, mais d'autres ont un côté bien sombre. Le taipan, dont la morsure peut tuer 100 hommes. La vipère de la mort, qui frappe plus vite que l'éclair. Et le serpent améthyste, équipé pour repérer sa proie où qu'elle se trouve. Ces serpents donnent la chair de poule. Et ils savent comment survivre dans cette contrée inhospitalière. Ils peuplent aussi bien les déserts que les forêts et les quartiers résidentiels de cet immense et très ancien continent. Pays des espèces animales les plus étranges et fascinantes du monde, voici la vie secrète des serpents d'Australie. Pendant 50 000 ans, les seuls humains à peupler ce continent étaient les aborigènes. Ils cohabitaient avec les animaux les plus dangereux. Parmi leurs légendes, on trouve celle d'un serpent arc-en-ciel. Les colons européens n'avaient pas une telle philosophie envers les reptiles locaux. À leur arrivée, ils trouvèrent un continent grouillant de créatures tapies, ondulantes et foudroyantes. Dans l'eau, sur terre et même dans les arbres. On compte plus de 800 espèces de reptiles en Australie. Si certains n'infligent qu'une petite morsure, d'autres sont cauchemardesques. Ils terrifient les hommes, mais ils ont leurs propres défis à surmonter. L'immensité de l'Australie offre des zones désertiques, tropicales et tempérées. Le temps, parfois extrême, peut changer en un instant. Des crues soudaines, des feux de brousse, la sécheresse. Tout ce qui vit ici doit s'adapter et être aussi impitoyable que le climat et la terre. Chacun a sa stratégie pour survivre. Le python améthyste vit à l'extrémité nord-est du pays. Dans les forêts tropicales du Queensland et les régions boisées sèches. Sur ces terres sauvages, il se nourrit de talégales de Latam et même de petits kangourous. Mais ce serpent intelligent s'est découvert un nouveau territoire plein de promesses et de proies. Les quartiers résidentiels. L'extrême nord du Queensland est tropical et très sauvage. Les hommes ont tendance à se regrouper, surtout le long des côtes. Ce python femelle se sent chez elle.
Elle est habituée aux maisons, au bruit. Et quand elle vient rendre visite, elle apprécie de manger un poulet. Elle utilise une arme sensorielle secrète pour renifler un repas potentiel. C'est chémorécepteur. Elle utilise sa langue pour détecter des traces chimiques olfactives. Dans sa gueule, l'organe de Jacobson analyse les molécules de senteur. Il détermine si l'effluve vient d'une proie, d'un rival, d'un partenaire éventuel ou d'un prédateur. Une théorie avance que leur langue bifide a une fonction directionnelle. En effet, il serait capable de déterminer quelle langue détecte la plus forte odeur. Au cours de son évolution, le serpent s'est pourvu d'un corps tout en longueur. Leurs poumons, reins et organes sexuels sont très allongés. Ils ont une paire de chacun de ces organes, mais le doublon se trouve dans la queue. Ils n'ont pas de clavicule, mais plus de vertèbres et de côtes que la plupart des espèces. Les hommes ont 33 vertèbres, quand les serpents en ont entre 150 et 400. C'est ce qui leur offre cette souplesse, et avec leur musculature surpuissante, leur donne ce mode de déplacement sinueux et fascinant. Le python améthyste est le plus long serpent d'Australie. Il peut atteindre 8,50 m de long. Alors pour la pythonne, les clôtures, c'est de la rigolade. Son odorat la conduit tout droit au poulailler. Son attente commence. Elle y entre en plein jour. Puis elle s'installe et attend la nuit. Elle retarde son attaque. La vue des serpents n'est pas aussi bonne que la nôtre. Elle ne peut pas se permettre de rater son coup. Si elle le manque, le poulet peut s'échapper, mais surtout la blesser. Maintenant, l'odeur du poulet est partout. Son organe de Jacobson est moins utile. Alors que le jour décline, le serpent bascule sur un autre mode de détection de proie. Les infrarouges. Comme beaucoup de pythons, elle a un détecteur de chaleur. Ces cavités dans la mâchoire sont appelées fossettes sensorielles, des thermorécepteurs qui lui permettent de voir la chaleur. Avec la fraîcheur de la nuit, les températures baissent et la signature thermique des proies est plus visible. Verrouillé sur une source de chaleur, le serpent prend son temps pour frapper. Elle peut rester embusquée plusieurs jours en attendant que la proie s'approche. La pythonne n'a pas l'intention d'attendre. Elle choisit sa victime. Elle l'enserre de plus en plus étroitement,
coupant la circulation sanguine de sa proie. Des vaisseaux comprimés empêchent le sang de parvenir au cœur et la victime meurt vite. Maintenant, elle utilise une autre stratégie héritée de l'évolution. Même si c'est un serpent de grande taille, le poulet est bien plus grand que sa gueule. C'est comme si on avalait un melon en une bouchée. Les serpents ne peuvent pas débiter leur proie en petits morceaux. Ils doivent l'avaler tout rond. Donc leur crâne s'est profondément adapté. Comme chez l'homme, la boîte crânienne est très solide, mais les autres os sont reliés par des jointures flexibles. Il peut donc largement se distordre. La mâchoire inférieure est en deux parties, reliées à l'avant par des muscles et des ligaments. Chaque partie se déplace facilement et indépendamment de l'autre. Le serpent fait passer sa proie entre ses dents, l'inondant de salive pour faciliter la déglutition. Puis, les muscles puissants se contractent par vagues pour faire descendre la proie. Ensuite, elle s'enroulera sur elle-même pour faciliter la digestion, ce qui peut prendre plusieurs jours. Voici un autre champion de l'évolution. Il cohabite joyeusement avec l'homme. C'est le serpent brun. Comme les grenouilles et les oiseaux, il apprécie particulièrement les rats et les souris qui vivent près des humains. On le trouve tout le long de la côte Est, du nord du Queensland jusqu'au sud de l'Australie. Les zones les plus peuplées par les hommes. Il aime occuper des infrastructures comme les chantiers de construction. Il est rapide, nerveux et mortel. Il est responsable de près de la moitié des morsures létales annuelles. C'est le serpent le plus susceptible de mordre et de tuer un homme dans tout le pays. Le serpent brun est très venimeux. Le venin est de la salive modifiée qui contient des protéines et des peptides. Dans ce mélange, un cocktail mortel de toxines. En Australie, environ 500 personnes sont hospitalisées annuellement pour morsure. Le venin du serpent brun est un neurotoxique qui provoque faiblesse musculaire et paralysie. Il existe un antidote, mais il doit être administré dans les 30 minutes suivant la morsure, au risque que la victime meure d'un arrêt cardiaque. S'il ne provoque pas d'infarctus, le venin conduira, en se propageant, à l'arrêt respiratoire. C'est l'un des venins de serpent les plus violents d'Australie. Mais il est un autre serpent venimeux qui laisse tous les autres sur place. Le légendaire taipan. Des deux espèces de taipan, le terrestre est le champion incontesté de la venimosité.
s'attaque surtout aux rats et aux souris, mais une de ses morsures pourrait tuer 100 hommes. Mais comme il vit dans les étendues arides du centre du pays, loin des installations humaines, les morsures aux personnes sont très rares. Son cousin, le taipan côtier, est encore plus agressif que le timide taipan du désert et vit aussi plus près des hommes, le long des côtes nord et est. Le python utilise ses dents pointues et orientées vers l'arrière pour saisir sa proie avant de l'enserrer. Mais le serpent venimeux a une astuce pour injecter son poison à la vitesse de l'éclair. Ses crocs. Ses dents courbées et creuses sont connectées au sac à venin. De grands muscles envoient le poison des glandes vers les crocs. Il existe plusieurs façons de mesurer la toxicité, mais les taipans arrivent presque à chaque fois en tête de liste. Beaucoup vivent dans les champs de canne à sucre près des côtes nord et est, qui sont souvent infestés de rats. Ce sont donc les amis des fermiers. Rien ne vaut le taipan pour contrôler la population des rongeurs. Chasseur actif, le taipan utilise ses chémorécepteurs pour traquer le rat jusque dans son trou. Il pénètre dans son habitat et empoisonne tout ce qu'il y trouve. Ses crocs de 12 mm injectent un cocktail létal dans sa victime. Comme le python brun, le venin du taipan est un neurotoxique qui provoque paralysie et arrêt respiratoire. Il contient aussi un enzyme qui optimise son assimilation et un agent qui perturbe la coagulation du sang, provoquant de redoutables hémorragies internes. L'urine de la victime peut virer au rouge-brun une fois que le venin a dissous ses muscles, qui passent ensuite dans les reins. C'est une mixture assassine. Avant la découverte d'un antidote dans les années 50, chaque morsure ou presque était fatale à l'homme. Mais les chercheurs ont découvert que ce venin peut aussi sauver des vies humaines. Le venin est une substance aussi active que complexe, gorgée de peptides et d'enzymes qui sont une manne pour les chercheurs. À partir de ce venin, ils cherchent à fabriquer des médicaments contre le diabète, l'hypertension, les maladies auto-immunes et même le cancer. Mais malgré son potentiel thérapeutique, le venin reste la substance naturelle la plus toxique de la planète. Les naturalistes se sont longtemps demandé pourquoi les serpents avaient besoin d'un venin aussi toxique. La morsure d'une vipère de la mort ou d'un taipan pourrait tuer 10 000 fois la proie. Une explication à cette hypertoxicité serait qu'il y a des millions d'années, les proies des serpents australiens auraient commencé à développer une immunité au venin. Comme ils ont évolué ensemble, prédateurs et proies se sont peut-être lancés dans une course aux armements biologiques. Le venin du serpent devait être de plus en plus puissant pour vaincre l'immunité croissante de ses victimes. Avec comme résultat aujourd'hui un venin hyper toxique. Comme pour étayer cette hypothèse, certains animaux, comme ce 5, résistent bien au venin de serpent. En termes d'énergie,
Fabriquer du venin a un prix. Mais cela en vaut vraiment la chandelle. Sous le climat australien, où il est difficile de se nourrir, un venin extra puissant est un atout énorme pour la survie. En foudroyant sa proie, le serpent limite les risques de blessures que sa victime paniquée pourrait lui infliger. Les serpents, surtout les plus jeunes, peuvent aussi venir à bout d'une proie plus grande qu'eux grâce à ce venin. De plus gros repas permettent de se passer de manger pendant un bon moment, surtout dans les zones pauvres en nourriture. Le venin n'est qu'une partie de la spécificité des serpents. En tant que reptile, ils profitent d'autres compétences acquises au cours de l'évolution. Ce Chrysopelea ornata prend le soleil. Les reptiles sont ectothermes, ce qui signifie qu'ils utilisent des moyens extérieurs pour réguler leur température. Comme ce varan qui se prélasse au soleil pour emmagasiner de la chaleur. Quand ils sont réchauffés, leur système interne s'active. Les matériaux conducteurs réfléchissants ou qui absorbent la chaleur, comme les pierres, optimisent les effets du bain de soleil. À chaque activité, son niveau d'énergie. Pour les carnivores, comme ce serpent de la mulga, il est parfois urgent de se chauffer. Il cherche son déjeuner. Sa stratégie pour survivre, c'est de manger de tout. Grenouilles, lézards, œufs, petits mammifères, oiseaux. Ils sont tous au menu. Il mange aussi des charognes, d'autres serpents et même ses congénères. Dès qu'il s'est nourri, il doit se mettre au soleil. Sa température corporelle doit être assez élevée pour digérer. Si son repas reste trop longtemps dans son estomac sans être digéré, il pourrait pourrir, ce qui le tuerait. Avant même de penser à aller chasser, il doit se réchauffer. Certains serpents ont trouvé un moyen plus efficace de se chauffer. Ils se transforment en panneaux solaires. Ce serpent à collier rouge venimeux s'étale pour augmenter la surface qui absorbera les rayons du soleil. Le python non venimeux à tête noire adopte une autre technique car il est la cible de prédateurs. Il vit dans des trous et des tas de pierres en attendant la dernière lueur du soleil. Puis, il pointe le sommet de sa tête hors de son abri, réduisant le risque d'être attaqué. Ses écailles noires absorbent les derniers rayons du soleil et rechargent le serpent. Il est prêt pour sa chasse nocturne. Le python à tête noire traque activement les lézards, oiseaux ou mammifères. Comme le mulga, il peut manger d'autres serpents. Il vit dans le tiers nord du pays, qui comprend des zones arides et désertiques et des forêts tropicales. Comme il vit dans des environnements très variés, il a affaire à des proies différentes,
c'est un chasseur opportuniste. Même s'il consomme beaucoup d'énergie à se déplacer, ce système de chasse active est payant. C'est commun chez les serpents. Beaucoup de serpents venimeux passent du temps à traquer leur dîner plutôt qu'à l'attendre à l'affût. Ils utilisent leur langue pour humer les effluves, ils ne restent pas au ras du sol. En se redressant, ils capturent les odeurs portées par le vent. Ils récoltent plus de données chimiques et davantage d'informations. Tout se combine pour faire de ces serpents traqueurs d'excellents chasseurs. Les serpents n'utilisent pas tous cette méthode. Celui-ci est un spécialiste de l'embuscade. Le python vert non venimeux est arboricole. Il vit dans la forêt tropicale à l'extrême nord du Queensland. Une zone tropicale où les proies abondent. Jeune, il passe beaucoup de temps au sol à chasser des lézards et des grenouilles. Il est d'un jaune pommelé pour se confondre avec les feuilles du tapis forestier. Une fois adulte, il devient vert vif, un camouflage parfait dans la canopée tropicale. Il attrape des rongeurs au sol pendant la nuit. Le jour, il remonte dans les arbres pour chasser les habitants de la canopée. Une fois en bonne position, le python vert s'immobilise et attend que sa proie arrive à portée de frappe. Beaucoup de ses victimes perçoivent les mouvements. Ce serpent s'est donc adapté et exploite cette donnée. Il ne fait pas qu'attendre sa victime. Il essaie de l'attirer. Il agite l'extrémité de sa queue. On appelle cela le leurre caudal. Ce faisant, il essaie de convaincre un reptile ou un oiseau que le bout de sa queue est un encas savoureux, un petit lézard par exemple. C'est une embuscade classique, un peu tordue. La vipère de la mort chasse aussi à l'affût. Cette souris a des sens bien développés. Mais la couleur de la vipère de la mort fait qu'une fois enfouie dans le tas de feuilles, elle est presque invisible. Elle attend, immobile comme la mort. Loin de s'en douter, la souris lui trottine dessus. La vipère de la mort n'a pas de capteur thermique comme les autres pythons. Elle détecte les vibrations du rongeur. Et quand la souris est proche, le serpent verrouille son regard sur sa cible. La vipère de la mort a la frappe la plus rapide de tous les reptiles.
elle peut attaquer, injecter son venin et revenir dans sa position initiale en un quart de seconde. La proie est souvent avalée tête en premier. Si le serpent est à court de venin, sa victime sera peut-être encore en vie une fois déglutie. Manger d'abord la tête limite les risques pour le serpent de se faire mordre. Les serpents sont tous vulnérables quand ils mangent. Leur arsenal est inopérant. Ils doivent donc avaler leur repas le plus vite possible. Commencer par la tête, c'est le plus rapide. Des enzymes et des sucs gastriques puissants s'attaquent au repas et les nutriments sont absorbés. Ce processus peut prendre des jours, parfois des semaines. Certaines parties sont laissées de côté. Ce python à tête noire n'a pas besoin de la fourrure du rat qu'il vient de manger. Ce qui n'est pas absorbé passe dans le cloaque, un orifice près de la queue dédié à la reproduction comme à la digestion. La substance pâle est l'équivalent reptilien de l'urine, bien que plus concentré. Pour beaucoup de serpents, les lézards constituent la base de leur régime. Ils sont tous deux des reptiles. On pense que les serpents sont issus des lézards et qu'ils auraient lentement perdu leurs jambes. En Australie, les lézards sont plus nombreux que les serpents. Il y a plus de 500 espèces de sauriens contre 300 de serpents. Au cours de l'évolution, les lézards se sont adaptés pour cesser d'être un repas pour les serpents. Une des tactiques, c'est d'être très gros. Le varan bigarré, un lézard connu sous le nom de goanna en Australie. Il peut atteindre 2 mètres de long pour 15 kilos. C'est un carnivore à part entière. Une fois adulte, le goanna peut tuer des koalas et des petits kangourous. Il peut même attaquer un serpent. Comme eux, il peut se déboîter la mâchoire pour saisir une grande proie. Comme eux, sa langue est très fourchue. Il s'en sert pour envoyer des messages chimiques vers l'organe de Jacobson situé dans sa gueule. Ses dents sont pointues et orientées vers l'arrière, comme chez le python, empêchant les proies de s'échapper. Il aime grimper aux arbres, d'où il peut scruter les environs. C'est aussi un bon endroit pour échapper aux serpents venimeux qui vivent au sol, les élapidés. Même si certains montent aux arbres, ils n'aiment pas grimper trop haut. Là-haut, le goanna peut explorer des cavités qui pourraient contenir de la nourriture, comme des insectes, des mammifères, des nids et même des charognes. La plupart des lézards australiens n'ont pas la taille imposante du varan. Ils doivent donc trouver autre chose pour décourager les prédateurs.
Mesurant entre 45 et 60 cm, le 5 à langue bleue est de bonne taille, mais bien plus petit que le varan. Comme d'autres petits lézards, il peut être la proie de serpents, mais aussi d'animaux qui chassent à vue, comme les chats, les chiens sauvages et les oiseaux carnivores. Il se déplace très lentement et donc il compte sur la ruse pour échapper aux prédateurs. Il ouvre grand la gueule et montre sa langue d'un bleu vif. Pour décourager une attaque, il essaie de se faire plus gros et plus agressif qu'il n'est. Déstabiliser son ennemi est aussi une bonne façon de ne pas être au menu d'un serpent. Tout comme la langue bleue du 5, la collerette de ce dragon d'Australie est faite pour impressionner l'adversaire. Quand il est menacé, il ouvre grand la gueule et déploie l'imposante membrane écaillée qui lui encadre la tête. Certains serpents, comme le taipan ou le serpent brun, mordent facilement, mais beaucoup prennent leur temps avant d'attaquer. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être blessés. Ils choisissent donc soigneusement leur proie. Avoir l'air grand et agressif suffit sans doute à décourager une attaque. Les femelles comme les mâles portent cette collerette. Agrippé à un cycladophyte, celui-ci surveille les prédateurs. Considérés comme des fossiles vivants, une étude de leur ADN situe leur apparition sur Terre à 10 millions d'années, bien avant celle des autres espèces. Leurs ancêtres ont largement précédé le règne des dinosaures et des fossiles laissent penser qu'ils dominaient les forêts primitives. Leur croissance est lente et ils vivent très longtemps. Pour le dragon d'Australie, cette plante est facile à escalader et elle forme un bon point de vue. Certains, comme ce 5 rugueux, tentent d'embrouiller l'ennemi. Sa queue ressemble beaucoup à sa tête, ce qui devrait perturber le prédateur et lui donner le temps de s'enfuir. Un déguisement habile peut aussi aider à ne pas devenir un repas. Il y a un lézard sur cet arbre. Voici un Uroplatus fantasticus. Sa robe simule un patchwork d'écorce et de lichen. Ce motif déroutant a inspiré les tenues camouflage de l'armée. Sa couleur de base est spécifique à la zone où il vit. Si un gecko habite un petit bosquet d'arbres plus clair, sa robe le sera aussi. Dans un bosquet voisin, au tronc plus sombre, sa robe prendra un ton plus foncé. Ses flancs épineux dissimulent l'ombre qui le trahirait. Ses griffes, comme des cerfs, l'aide à grimper sur ce tronc rugueux. Immobile, le gecko attend que les araignées ou des insectes comme les criquets ou les phalènes soient à sa portée. Comme il passe toute la nuit à l'affût, il a besoin de grands yeux pour absorber la lumière. L'inconvénient, c'est d'avoir une rétine réflective. Donc la nuit, le reflet dans son œil trahit sa présence auprès de prédateurs nocturnes comme les chouettes, les rats et les serpents. Mais même quand il est tout près de la mort en habit d'écaille, il lui reste un atout dans sa manche.
Si la situation semble désespérée, le gecko attire l'attention sur sa queue. Si le serpent se laisse piéger et attaque la queue, le gecko peut la détacher de son corps et la lâcher. Le serpent a la bouche pleine, pendant que le saurien s'enfuit. Sa queue repoussera en 6 à 8 semaines. Les lézards et les serpents savent survivre dans cet environnement hostile. Mais alors que les serpents paraissent effrayants et indomptables, beaucoup d'entre eux sont menacés par d'autres espèces. Un animal tue facilement jusqu'aux serpents les plus venimeux. Le crapaud-buffle. Originaire d'Amérique du Sud, il a été importé en Australie dans les années 30 pour tuer les insectes nuisibles des champs de canne à sucre. Non seulement il a été sans effet sur les petites bêtes, mais le pire restait à venir. Le crapaud-buffle est entièrement venimeux, avec sur son dos et ses flancs des glandes qui sécrètent de puissantes toxines. Presque tous ceux qui tentent de le dévorer meurent. Beaucoup de serpents mangent des amphibiens, y compris des crapauds-buffles. Il n'y a pas de formation spéciale pour apprendre à éviter cette proie. Ces crapauds sont si toxiques que le serpent mourra, le batracien dans sa gueule. De nombreuses espèces endémiques se régalent de serpents. Surtout si c'est un jeune vulnérable. Le jabiru, ou cigogne à cou noir, fait la taille gigantesque d'1,50 m. Il est parfaitement capable d'attraper un serpent, comme beaucoup de grands oiseaux de proie du pays. Les rapaces et les crapauds ne sont pas les seuls prédateurs du serpent. Les feux de brousse sont la terreur de l'île continent. Certaines histoires parlent de feux qui avanceraient plus vite qu'un cheval au galop. Une chose est sûre, ils sont dévastateurs pour la faune. Un feu comme celui-ci peut partir de la foudre et brûler plusieurs jours, détruisant abris et nourriture. La plupart tentent de fuir et beaucoup meurent. Mais alors que beaucoup de serpents seront tués, le python noir saura tirer parti de l'incendie. C'est un grimpeur de bon niveau, mais il se met à l'abri des flammes sous terre ou dans les failles d'un rocher. Cet animal tout-terrain a plusieurs options pour survivre à un feu de brousse. Après 6 semaines environ, la végétation repousse et des petits mammifères et reptiles reviennent. Ils sont un véritable festin pour le python noir qui a pu attendre sur place. Les serpents d'Australie ont tous leur place dans l'écosystème. Et beaucoup ont un rôle clé dans le contrôle des nuisibles. Du taipan friand de rongeurs, au python améthyste grand chasseur, du python vert à la queue comme un leurre, à la vipère de la mort plus rapide que l'éclair, les serpents d'Australie ont réussi à prospérer sur ces terres hostiles.
magnifique, étrange et souvent mortel, les serpents d'Australie occupent toujours une place prépondérante dans notre imaginaire, comme dans nos cauchemars.